Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Eric Bretéché, chef de produit chez ITsoft W4, et donc je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur le thème copie fiable, fin des factures papier et autres documents. Alors, ce webinaire est organisé conjointement avec les sociétés, donc entre les sociétés Novarchiv et ITsoft W4. Donc, pour l'animer, je suis accompagné de Clément Lefébure, responsable développement numérique chez Novarchiv. Bonjour Clément. Bonjour Eric, bonjour à tous. Et donc, juste quelques précisions avant de démarrer, donc concernant le déroulé de ce séminaire, de ce webinaire. Donc, afin d'optimiser l'interactivité, donc nous vous invitons à nous poser toutes vos questions tout au long de ce webinaire. Donc, vous avez une fenêtre de chat pour ça. Et donc, nous y répondrons à la fin du webinaire lors de la session de questions-réponses. Donc pendant la prochaine demi-heure, nous allons aborder le sujet de la copie fiable dont on parle beaucoup actuellement et qui génère beaucoup de questions donc, de la part de nos prospects et de nos clients. Même si ce sujet concerne tous les documents, dans ce webinaire, nous ferons un focus particulier sur le document facture. Donc voici l'agenda de cette session. Donc dans un premier temps, nous allons rappeler certains textes réglementaires et normatifs autour du sujet de la copie fiable. Nous creuserons ensuite les aspects techniques, c'est-à-dire les éléments à mettre en œuvre pour générer une copie fiable dans une chaîne de numérisation, et notamment dans un processus global de traitement des factures fournisseurs. Nous aborderons ensuite les notions de ROI, où nous détaillerons les investissements et les gains attendus lors de la mise en place de la copie fiable, et nous en profiterons pour remettre le sujet de la copie fiable dans un contexte plus général de disparition des factures au format papier. Et enfin, donc, comme je disais, nous laisserons un temps pour quelques questions-réponses en fin de session. Donc nous allons commencer par présenter nos sociétés respectives, donc ITsoft W4 et Novarchiv. Donc quelques mots d'abord sur la société ITsoft. Donc nous sommes un éditeur de logiciels français, donc spécialisé dans la digitalisation de processus documentaires, c'est-à-dire des processus complexes qui nécessitent de nombreuses interactions avec des échanges de documents sous différents formats. Donc nous adressons typiquement les processus liés à la relation client, comme la gestion des adhésions, la contractualisation en ligne ou par exemple la déclaration de sinistre dans les assurances, mais aussi des processus internes, comme par exemple les processus RH ou les processus qualité. Et puis enfin, les processus qui sont liés à la relation fournisseur, comme le traitement des factures fournisseurs dont nous allons beaucoup parler lors de cette session. Donc, la société a été fondée donc, il y a plus de 30 ans autour des problématiques de dématérialisation et notamment la lecture de formulaires à l'époque. Puis nous avons progressivement donc, étendu notre offre vers la capture omnicanal, c'est-à-dire la possibilité de gérer tout type de documents, la gestion de processus, la supervision des processus, les analytics, la data visualisation et plus récemment vers la détection de fraude. Donc nous avons bâti une véritable digital business platform, comme disent les analystes, et qui nous permet aujourd'hui d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale. Donc comme vous le voyez sur le slide, nous réalisons aujourd'hui 25 millions de chiffres d'affaires avec 210 employés. Nos solutions sont déployées dans plus de 35 pays. La société est cotée à la Bourse de Paris. Nous investissons à peu près 16% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement afin de développer régulièrement de nouvelles offres ou de nouveaux modules. Donc voilà pour la société ITsoft. Je passe donc la parole à Clément qui va présenter donc Novarchiv. Clément, c'est à toi. Ok, merci Eric. Donc, Novarchiv, nous sommes un spécialiste de l'archivage, un tiers archiveur. Nous existons à peu près depuis 25 ans, un peu plus de 25 ans. Aujourd'hui, nous réalisons 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 65 collaborateurs. Notre métier d'origine, c'est l'archivage physique. Donc, nous possédons 9 sites de stockage des archives en France et un à l'étranger au Luxembourg. Nous sommes filiales du groupe Rousselet. Le groupe Rousselet, c'est un groupe qui possède par exemple les taxis G7, la société ADA par exemple, ou Homebox encore. Nous sommes également présents évidemment sur l'archivage électronique, on va en parler tout à l'heure. Cet archivage électronique est également, comment dire,
possède des sites, notamment un data center en France, particulièrement en région parisienne. Enfin, en tant que tiers archiveur, nous sommes agréés, certifiés et labellisés auprès des pouvoirs publics au travers de SIAF, pour si certains savent pas, c'est le service interministériel des archives de France, et ensuite sur certaines normes que nous allons notamment aborder dans ce webinaire, notamment à la fois sur le physique et sur l'électronique. Donc nos services en tant que tiers archiveur, nous avons le conseil et la délégation de personnel. Donc là, ça va être tout ce qui va être le conseil autour de la gestion documentaire et notamment de vos archives. Nous pouvons également déléguer des archivistes sur vos sites afin de travailler sur les documents que vous possédez, qu'ils soient sous forme papier ou électronique. Nous avons, comme je l'ai dit, l'archivage physique, donc sur du linéaire ou sur de conteneurs ou des conservations de bandes magnétiques. Donc ça, c'est toute la partie archivage physique qui constitue le principal de notre activité. L'archivage électronique également, donc là avec un logiciel et un coffre-fort électronique, donc ce qui permet de gérer les documents électroniques. Nous faisons également un peu de dématérialisation de documents, donc de numérisation, donc avec un atelier de NUM principalement en région parisienne, mais également en région. Et enfin, dans une démarche RSE, nous faisons du recyclage papier, notamment dans le cadre de la destruction des archives papier. Nous allons donc passer maintenant à la partie texte réglementaire et normatif. Je vais laisser la parole à Eric. Merci Clément. Donc effectivement, l'objectif de cette session c'est de rappeler les principaux textes qui vont nous intéresser dans le cadre de la copie fiable. Bon, nous vous enverrons les slides, nous enverrons les slides à ceux qui sont intéressés. Donc, on va pas forcément lire ici l'intégralité des textes qui sont mentionnés, mais juste en extrait, on va dire les points importants qui nous intéressent. Donc, sur ce qu'il faut retenir donc de l'article 1379 du Code civil ici, c'est qu'une copie fiable en fait a la même valeur probante qu'un original si la copie reproduit à l'identique la forme et le contenu et que l'intégrité du document est garantie dans le temps. Donc quand on lit ça, en fait, ça paraît logique. Donc il s'agit maintenant de définir en fait comment on fait, quoi, finalement. Donc c'est là où alors attendez, je vais passer voilà, c'est là où le décret du 5 décembre 2016 est intéressant parce qu'il va préciser les choses. Donc on voit ici que il faut s'assurer donc de la fidélité de la copie, donc par exemple en faisant des tests sur des documents similaires, et que l'intégrité de la copie est assurée par la mise en œuvre d'un eurodatage et d'une signature ou d'un cachet serveur qualifié donc au sens IDAS. Alors le point 3 précise également les conditions de conservation de la copie. Donc on voit ici que ces conditions sont typiquement remplies par la mise en œuvre d'un système d'archivage électronique, surtout si on doit faire en fait des traductions de format pendant la période de rétention pour assurer la lisibilité. Donc on parle ici bien entendu de tous les documents. Donc a priori, c'est pas forcément nécessaire cette idée de système d'archivage électronique. Si on archive les documents en format PDF ou PDF-A, car ceci devrait rester, on va dire, lisible pendant 10 ans, si on parle des factures. Mais en revanche, bon, c'est vrai que si on n'utilise pas de SAE, il va falloir être assez carré sur on va dire, les politiques et les mécanismes d'archivage pour pas perdre, par exemple, de documents ou de factures en cas de crash d'un serveur. Il s'agit également de limiter l'accès aux documents archivés pour éviter des destructions accidentelles ou malveillantes de la part, par exemple, de personnes non autorisées. Donc on voit en fait que ce décret précise les choses par rapport au texte précédent. On va passer au slide suivant. Donc là, on va aborder l'arrêté du 22 mars. Donc qui précise, donc là on traite exclusivement de la facture fournisseur. Donc cet arrêté précise la doctrine donc, de l'administration fiscale dans le cadre d'un traitement des factures et notamment dans le contexte de la récupération de la TVA. Donc là on est un petit peu plus précis parce qu'on voit que les documents doivent être stockés au format PDF ou PDF-A, PDF-A3 du coup.
Donc, par exemple, dans ce cas-là, théoriquement, on n'a plus besoin de traduction de format dont on parlait tout à l'heure pour assurer la lisibilité. A priori, un PDF va rester lisible durant la durée de rétention. S'agissant de la signature et du cachet serveur, ici, bon, comme on est dans le cas de la relation avec l'État, l'administration fiscale, il est mentionné notamment l'utilisation d'un RGS une étoile. Donc c'est ce qui paraît logique dans le cadre de la relation avec l'État. On voit aussi ce qui est précisé ici, c'est qu'une source d'horodatage interne peut suffire. Donc on n'a pas forcément besoin d'une source d'horodatage qualifiée, même si ça peut être conseillé. Voilà, il précise ici que l'horodatage interne suffit. Donc, du point de vue de l'administration fiscale, ici, on voit que les recommandations techniques sont assez précises. C'est un texte qui est plutôt pragmatique. On peut imaginer que dans ce cas, il n'y ait pas forcément besoin d'un SAE, si ce n'est pour sécuriser en tout cas les accès et les sauvegardes. Mais on en rediscutera tout à l'heure avec Clément. Donc voilà pour les principaux textes réglementaires. Je laisse la parole à Clément maintenant qui va plutôt présenter la norme qui concerne la copie fiable, qui est la NFZ 4226. C'est à toi, Clément. Oui, alors effectivement, je ne sais pas si certains d'entre vous savent comment fonctionnent les normes, mais en tout cas dans la partie archivage électronique, il existe une norme depuis plusieurs années maintenant qui s'appelle la NFZ 42013 et qui régit l'archivage électronique et notamment les systèmes d'archivage électronique. Alors pourquoi parler de la Z42013 dans le cadre de la Z42026? Puisqu'en fait nous sommes dans une certaine continuité de cette norme, notamment par rapport à la numérisation fidèle et donc la copie fiable derrière. Donc la norme Z42026 qui était sortie par la FNOR, qui a été poussée entre autres par des tiers archiveurs, des tiers numérisateurs et aussi beaucoup de personnes du système bancaire, cette norme finalement va apporter des règles de bonne pratique pour la profession, alors la profession des numérisateurs, des tiers archiveurs, mais aussi d'autres, par exemple donc les personnes du secteur bancaire ou d'autres secteurs qui souhaiteraient faire de la numérisation fidèle. Ces règles de bonne pratique vont permettre d'interpréter au mieux les différents arrêtés, règlements, décrets que Eric vous a présentés. Alors, il n'y en a pas des centaines, mais il y en a déjà plusieurs. Vous avez vu entre celui du 5 décembre qui est plutôt général et le 22 mars qui est plutôt axé sur justement la facture, on peut avoir différentes interprétations. La norme est là pour aider justement à cadrer un peu la pratique de la copie fiable, de la numérisation fidèle. Donc le contenu de la norme, qu'est-ce qu'il va apporter? Il va tout simplement dire qu'il faut, dans le cadre d'une numérisation fidèle, qualifier d'abord la prestation. Donc ça existe déjà dans une numérisation standard, mais là il va encore falloir faire plus en termes de processus, de documentation entre l'opérateur de numérisation, donc c'est ce qui est en dessous, hein, qualité, sécurité, traçabilité, donc l'opérateur de numérisation et le client, en fait, donc le client qui peut être interne ou externe, et en tout cas bien cadrer cet acte de numérisation. Ensuite, qualifier et paramétrer la chaîne de numérisation, donc c'est-à-dire quel va être mon outil pour numériser, hein, le scanner ou la machine, il y a même des grosses machines qui peuvent numériser en masse, mais tout ça, ça se paramètre. Il y a des histoires au niveau de la qualité, au niveau de la traçabilité des opérations, qui doivent être donc paramétrées et récupérées. C'est très important sur la numérisation fidèle, c'est l'idée de récupérer les éléments de preuve qui vont être liés sur toute la numérisation et sur l'archivage derrière. Donc décrire, et ça encore c'est très important, le processus de numérisation. Donc c'est en 12 étapes, je vais les passer, je passe le détail des 12 étapes, mais en tout cas il y a tout un processus de numérisation à bien décrire entre l'opérateur et son client. Et ensuite apporter les preuves donc d'intégrité, de traçabilité, de portabilité des éléments de preuve. Donc là, c'est comment j'ai dématérialisé mon papier et comment derrière je l'ai transféré à mon client, et notamment c'est là qu'on va parler de notion d'archivage. Dans la norme Z42026, il n'est pas clairement obligé de faire appel derrière un système d'archivage certifié 42013. Je répète, 42013, c'est la norme qui régit l'archivage électronique. Mais il est fortement recommandé. Donc,
derrière, on va avoir toute une chaîne qu'on va voir après justement dans les slides suivants. C'est de comment je vais pouvoir m'assurer que ma copie fidèle, que ma copie fiable, pardon, issue d'une numérisation fidèle, pourra être conservée, à la fois le document et les éléments de preuve qui sont associés. Cette norme, elle vise donc à apporter des bonnes pratiques par rapport à ce que le législateur a voulu apporter au niveau des arrêtés et des décrets. Donc, je vais laisser maintenant on va parler maintenant des solutions techniques. Voilà, je vais redonner la parole à Eric. Alors merci Clément. Donc effectivement, nous allons maintenant parler des solutions techniques et comment celles-ci s'intègrent dans une chaîne de traitement des factures fournisseurs. Et donc ça va nous permettre également de vous présenter rapidement donc Streamline for Invoice, qui est là une solution de nouvelle génération de traitement des factures fournisseurs d'ITsoft. Notre solution permet de traiter tous les formats de factures avec un seul et même processus. Donc soit les factures papier, les factures qui peuvent être envoyées par mail, chargées sur un portail ou reçues par exemple via EDI. Donc les factures numérisées ou envoyées sous forme d'images font l'objet de traitements automatiques pour extraire ces données. Donc on parle de LAD ou de lecture automatique de documents. Et puis, bien entendu, si les factures sont liées à des commandes ou des réceptions, les rapprochements sont faits automatiquement. Et il ne reste plus qu'à valider les paiements. Donc, on voit que dans ces conditions, les factures sont traitées entièrement en automatique. C'est ce que vous voyez sur la partie haute. Donc, no touch, aucune intervention manuelle, si tout se passe bien. Alors après, s'il y a des écarts de prix, des écarts de quantité, nous avons tous les workflows qui permettent de traiter ça. Pour les factures sans commande, donc là, il n'y a pas de rapprochement possible, effectivement, mais il y a des étapes supplémentaires, par exemple des étapes d'imputation comptable et analytique. Il faut également des workflows de validation pour valider ces factures. Là aussi, on peut automatiser au maximum les choses, notamment les imputations qui peuvent être faites en fonction du type de dépense, du type de fournisseur. Et puis enfin, la solution s'intègre avec tous les ERP du marché, donc que ce soit en mode synchrone, donc c'est-à-dire par appel direct aux ERP, ou en mode asynchrone. Alors, pourquoi avoir sorti cette nouvelle solution? Donc on qualifie nous de nouvelle génération, mais tout simplement parce que cette solution cloud est bâtie sur un socle de digital business platform, hein, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure en début de présentation, et qui en fait la solution finalement la plus personnalisable, la plus flexible et la plus ouverte qui est disponible aujourd'hui dans le cloud. Ensuite, parce que cette solution permet d'atteindre les meilleurs taux d'automatisation du marché, notamment grâce à ce qu'on appelle la capture as a service. Donc c'est un service vraiment unique et innovant sur le marché, qui permet d'atteindre les meilleurs taux d'extraction des données à partir des images d'une facture, et ce de façon durable et sans aucun paramétrage de la part du client. Donc on n'a pas trop le temps ici de détailler ça, donc je vous encourage vraiment à revenir vers nous ou télécharger le white paper Capture as a Service qui se trouve sur notre site web si vous souhaitez en savoir plus sur cette innovation ITsoft qui est vraiment un service disruptif pour l'extraction automatique d'informations. Enfin, donc nous développons donc des offres de prévention de détection de fraude sur le processus de traitement des factures. Et là aussi, nous aurons l'occasion de creuser en organisant très prochainement des webinaires sur le sujet. Donc je vais passer maintenant la parole à Clément qui va vous présenter donc assez rapidement l'offre Novarchive avant de passer vraiment à l'implémentation technique de la copie fiable. Oui, alors pour parler de Novarchive, donc tout à l'heure, dans la présentation de la société, je vous ai parlé de notre solution électronique, notamment sur l'archivage électronique. Aujourd'hui, nous avons créé il y a une dizaine d'années un portail web, un portail SaaS, en mode SaaS, qui permet à nos clients consulter, réintégrer, intégrer des archives qui d'abord concernent évidemment le papier, les archives physiques, mais qui également derrière s'occupent des archives électroniques. Alors vous avez sur ce slide, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement c'est un outil global qu'on appelle solution d'archivage hybride qui va concerner donc l'archivage et la gestion des documents, d'accord, donc que ce soit en physique ou en électronique ou via la numérisation, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on va pouvoir capter après les documents.
Donc on verra tout à l'heure après avec les produits que propose ITsoft, mais l'idée est que que Novadoc soit le réceptacle des archives. On va assurer la conservation pérenne des documents, donc notamment pour ce qui est l'électronique, en coffre-fort électronique. Je fais un petit focus là-dessus. Le SAE, le système d'archivage électronique, qui là aujourd'hui est un système d'archivage hybride chez Novadoc, puisque physique et électronique, il est constitué chez nous d'un coffre-fort électronique. Coffre-fort que nous avons nous-mêmes développé. Ce coffre-fort, c'est à l'intérieur que sont conservées les données électroniques pour conserver évidemment la pérennité, la traçabilité, la sécurité des données. Donc le coffre-fort, c'est un peu le dépôt sécurisé des archives électroniques. Et Novadoc est le logiciel qui permet de gérer les archives derrière. Donc la consultation, le versement, la suppression, évidemment, et la suppression, enfin pas la suppression, la destruction, pardon, des archives, et donc tout le processus de gestion d'une archive. Vous pouvez évidemment, grâce à ce logiciel, on voit après aussi quand on est lié à des GED ou des outils comme ceux du ITsoft, on peut évidemment les consulter directement par exemple depuis l'outil ITsoft, mais vous pouvez également sur notre outil consulter rapidement les archives électroniques ou celles qui ont été dématérialisées. Et en fait, après, on garantit également le respect de la confidentialité des accès aux archives, aux documents, tout simplement par une gestion des droits, une gestion de la traçabilité également, ça c'est très important, un rapport des opérations qui sont effectuées à la fois sur le logiciel et sur les archives, et notamment également pour l'envoi des documents, nous utilisons ce que nous appelons l'email crypté, qui consiste à envoyer un email sécurisé au tiers qui souhaite consulter un document et qui n'est pas présent dans Novadoc, et celui-ci va donc cliquer sur un lien qui va permettre de télécharger la pièce. Donc, le système d'archivage électronique Novadoc, quand vous souhaitez déposer des archives, vous avez trois modes de fonctionnement, si je puis dire. Vous avez tout simplement l'accès au portail en tant qu'utilisateur. Donc vous allez verser une archive, cette archive sera mise dans un panier et ensuite par le jeu justement des droits d'accès, un administrateur validera ou pas votre panier. C'est la même chose derrière si vous voulez consulter ou des choses comme ça. Donc pour le versement, vous avez la première chose, c'est le versement par tout simplement le manuel, si je puis dire, par l'outil. Ensuite, nous utilisons beaucoup aussi auprès de nos clients les serveurs FTPS, donc c'est un échange entre serveurs. D'accord, tout simplement, avec des répertoires de versement d'un côté et de l'autre, et nous faisons automatiquement le versement entre votre serveur FTPS et le nôtre. Et enfin, nous avons des web services, donc par exemple, ça peut être le cas avec des outils comme celui d'ITsoft, où nous allons aller chercher directement le document dans votre outil métier ou dans votre GED, et qui vont ensuite être versés dans Novadoc. Bon, cela suppose évidemment des paramétrages, des créations de plans de classement qui puissent derrière incrémenter automatiquement les données. C'est la même chose également pour les métadonnées. Les métadonnées des documents qui soit peuvent être automatiquement récupérés. Par exemple, c'est souvent le cas quand on fait des échanges entre serveurs ou par web service, ou qui peuvent être automatiquement intégrés à partir du moment où on définit une métadonnée commune, par exemple, pour un type de document. Exemple, une facture. Au niveau de l'hébergement, c'est très important puisque depuis tout à l'heure, je vous parle d'hébergement entre coffre-fort, un système d'archivage électronique. L'hébergement chez Novarchive, il est assuré par un stockage de vos données, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un data center au niveau de l'Île-de-France, et par un backup qui est situé au niveau toujours en Île-de-France, mais au niveau du siège de Novarchive au sein du groupe Rousselet. Donc c'est quoi? Ce sont des serveurs sécurisés qui nous appartiennent, que nous gérons, d'accord, que nous administrons, et qui sont également certifiés. Alors entre les normes de sécurité sur le data center, je passerai parce que peut-être que tout le monde n'est pas forcément au courant de toutes ces normes, mais en gros sur la sécurité, il y a la 9001 sur laquelle le data center est certifié, et ensuite par exemple le SIAF, donc le service interministériel des archives de France, quand il a certifié nos services, notre service entre le Novadoc
et les centres de stockage certifient également donc les data centers et notre data center à Clichy. Donc ça, c'est très important de bien comprendre que justement la démarche de l'archivage électronique, c'est de sécuriser les hébergements, notamment avec le double hébergement entre data center et le backup. Donc toute cette démarche vous permet derrière d'assurer la pérennité dans le temps. Donc la pérennité, c'est ce qui va permettre de lire un document dans le temps. Donc Eric tout à l'heure parlait du format PDFA. C'est effectivement aujourd'hui le meilleur format pour assurer cette pérennité dans le temps, mais ça peut derrière être aussi d'autres formats qui vont évoluer. L'intégrité, la sécurité, la traçabilité. Donc on va récupérer tous les éléments de traçabilité dans le SAE et on va conserver l'exhaustivité. L'exhaustivité, ça veut dire en gros que quand vous déposez un document dans un SAE, derrière, il est réputé n'avoir pas été modifié quand vous voulez le consulter quelques années ou quelques mois plus tard. Alors, on va maintenant passer sur l'intégration dans la chaîne de numérisation. Je repasse la parole à Eric sur ce sujet. Alors juste effectivement pour voir sur ce schéma comment on peut intégrer, c'est des composants copifiables dans une chaîne par exemple de traitement des factures fournisseurs. Donc on voit ici que la première étape a consisté à bien numériser les factures avec les bons paramètres, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut faire des tests avec des documents qui sont similaires. Donc si on a des factures par exemple noir et blanc ou des factures couleur, ça ne sera pas les mêmes paramètres de numérisation. Donc il faut documenter tout ça et mettre à disposition des opérateurs de numérisation donc les bons paramètres. Et puis ensuite, donc la chaîne va automatiquement prendre en charge donc la séparation des factures entre elles, et puis la séparation des factures avec les pièces jointes, et puis extraire automatiquement les données utiles, les informations de chaque facture, notamment avec le service de capture as a service dont on parlait tout à l'heure. Suite à ça, donc on va pouvoir générer un fichier PDF par facture en associant donc les métadonnées utiles, notamment pour retrouver ces factures, hein, et donc les associer au fichier avant de le redater, le signer et l'archiver, par exemple dans un système d'archivage électronique. L'image et les données de la facture peuvent ensuite donc continuer de circuler dans les workflows de validation et puis être stockées dans une JET par exemple pour consultation à partir de l'ERP. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Clément, sur la partie archivage, notamment des traces. Oui, c'est juste, effectivement, tu as raison, c'est que dans le cadre de la numérisation fidèle, comme on l'a décrit tout à l'heure, l'important, il est de conserver les empreintes, les traces et donc ce qui constitue les éléments de preuve. Donc au niveau de la numérisation fidèle, vous allez devoir conserver ces éléments et nous recommandons, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la 42026 n'impose pas la 42013 mais la recommande fortement et nous recommandons que tous ces éléments ainsi que le document copifiable soient conservés dans le système d'archivage électronique. Voilà. Donc la prochaine section donc va concerner donc effectivement le ROI, les enjeux de mise en œuvre de la copie fiable, notamment dans le cadre particulier du traitement des factures fournisseurs. Donc on va voir sur le slide suivant. Donc sur la partie gauche donc sont indiqués les investissements nécessaires pour mettre en œuvre la copie fiable. Donc il faut bien entendu dans un premier temps mettre à niveau la chaîne de numérisation, si c'est une chaîne existante, pour intégrer les composants nécessaires. Donc on a parlé tout à l'heure de la façon dont on va assurer l'intégrité d'une pièce, donc c'est l'horodatage, la signature, le fait de pouvoir archiver, par exemple dans un SAE, ces documents, donc il faut mettre à niveau la chaîne pour cela. Ensuite, il faut documenter tous ces processus, c'est-à-dire comment on fait, notamment documenter aussi vis-à-vis de l'opérateur pour qu'il puisse numériser correctement chaque type de document. Il faut écrire donc des procédures pour ces opérateurs. Et puis, éventuellement, si vous le souhaitez, préparer une certification NFZ 4226, dont a parlé tout à l'heure Clément. Alors,
Sans compter que, en fonction des solutions choisies, donc il va y avoir également un coût additionnel par facture. Par exemple, si vous devez signer, si vous faites appel par exemple à un service externe pour signer électroniquement votre facture, ou si vous devez l'archiver dans un SAE, Clément pourra en parler plus facilement tout à l'heure, il y a bien entendu un coût supplémentaire pour pouvoir archiver ce document dans ce SAE. Alors, en contrepartie, on peut regarder sur la partie droite les économies qui sont attendues. Donc c'est essentiellement, en termes d'économie, le coût d'archivage des factures papier. Donc on parle, je crois Clément, en gros d'un quart de centime d'euro par facture pour de l'archivage papier. Effectivement, les économies vont être au niveau de cette conservation des factures, des consultations également, parce que même si c'est pas, on n'est pas, une fois que c'est archivé, la consultation, ça dépend du document, mais là dans le cas de la facture, elle n'est pas forcément consultée tous les jours. Mais c'est vrai qu'on va faire des économies sur cette partie-là. Donc le stockage et la consultation et la réintégration des factures quand il s'agit du papier. Non. Dans tous les cas, bon, ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, il est toujours intéressant de faire une étude de ROI pour quantifier les enjeux, quoi. Parce que depuis tout à l'heure, finalement, de quoi on parle? On parle de ne plus archiver les factures papier reçues qu'on a numérisées. Donc la question qui se pose là, c'est est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, de réaliser encore plus de gains à moindre frais? Donc, juste pour mettre en perspective, donc est intéressant de rappeler en fait, en tout cas pour le traitement des factures fournisseurs et du point de vue de l'administration fiscale, les principales voies pour échanger les factures. Donc, juste pour rappeler, hein, si on n'est pas en EDI fiscal ou si on ne reçoit pas de factures qui sont signées électroniquement, on doit mettre en œuvre dans tous les autres cas une piste d'audit fiable. Donc cette piste d'audit fiable a été précisée dans la doctrine d'administration fiscale depuis octobre 2013. Et en gros, du point de vue de l'administration fiscale, une facture papier n'a pas plus de valeur qu'un simple fichier PDF qui serait reçu par mail. À la différence que si vous recevez une facture aujourd'hui au format PDF, non seulement vous économisez l'archivage papier, parce que l'original dans ce cas-là, c'est le fichier PDF, hein, mais en plus vous économisez la phase de numérisation en plus. Donc pour donner un ordre de grandeur, alors je sais plus, tu avais fait l'exercice, je crois Clément, en gros on économise je crois 40 fois plus en éliminant la phase de numérisation que l'archivage papier, quoi. Un peu ce que tu m'expliquais l'autre jour. Oui, absolument. C'est sûr que si on est en électronique, comment dire, natif électronique, effectivement, on va économiser. Si c'est de la numérisation standard, nous, entre guillemets, c'est à peu près en moyenne 10 centimes le document. Évidemment, bon, il y a plein d'options qui rentrent en ligne de compte, mais je vous donne un chiffre comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est que derrière, effectivement, l'économie là-dessus, pardon, soit faite sur la numérisation, qu'elle soit en standard ou en 42026, qui sera beaucoup plus cher que la standard évidemment. Alors, sans compter que la tendance naturelle est à la suppression du papier. Donc juste pour vous rappeler, hein, d'ici 2020, donc tous les fournisseurs de l'État devront envoyer leurs factures au format électronique. On peut mentionner l'article 222 de la loi Macron qui prévoit d'obliger les entreprises du secteur privé à accepter les factures électroniques. Donc juste contrairement à ce qui est dit parfois, hein, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'ordonnance n'est pas sortie. Il faut toujours que le client donne son accord pour recevoir une facture électronique. Mais bon, on peut comprendre, hein, compte tenu de la multiplicité des formats des factures électroniques, ça paraît compliqué d'imposer ça à une entreprise. En même temps, il y a un nouveau format qui est en train d'émerger. Donc c'est la notion de facture hybride ou facture X. Donc c'est un format simple qui est basé sur un PDF A3 qui intègre à la fois l'image PDF avec les données de la facture au format XML. Donc ça permettrait à toutes les entreprises de traiter une facture électronique. Donc ceux qui peuvent ou qui veulent automatiser au maximum pourraient exploiter le XML. Et puis ma foi, disons que le boulanger du coin, il pourrait simplement utiliser l'image PDF pour traiter et saisir sa facture, quoi. Je crois que Clément, tu voulais rajouter quelque chose sur la partie archivage? Oui, quel que soit le document électronique, qu'il soit nativement électronique ou qu'il soit issu d'une copie fidèle, il est recommandé quand même de l'archiver dans un SAE, notamment dans une cadre de conservation longue durée.
il est toujours important, et c'est pour ça que j'ai bien présenté le conseil en documentation, enfin gestion documentaire que nous apportons chez Novarchive. Il est important quand même aussi euh, de regarder en fait son état documentaire et de bien savoir ce que l'on va garder, conserver, archiver pour avoir les bonnes pratiques et derrière la bonne conservation, notamment pour les éléments de preuve. Aujourd'hui, et ce sera les derniers mots de ce webinaire, enfin Eric aura peut-être une conclusion, mais moi j'ai envie de dire, la réglementation semble vous dire le papier, on va pouvoir l'éliminer. Néanmoins, il n'y a pas encore eu d'évolution, ou je dirais du juridique, qui nous dit clairement que je peux éliminer le papier. Donc je recommande que ce soit nativement électronique. Si vous pouvez faire du nativement électronique, faites-le sur toute la chaîne, donc après avec l'archivage électronique. La numérisation fidèle, ça suppose quand même d'avoir fait un audit de sa gestion documentaire auparavant et de voir vraiment ce qui sera nécessaire en copie fidèle. Ok. Eric, un petit mot. Alors juste effectivement, on a un petit peu, comment dire, dépassé le timing. Donc, ce que je propose, c'est éventuellement de traiter quelques questions, s'il y en a, et il y en a quelques-unes déjà qui nous ont été soumises par chat. Donc, il y en a une. Donc, vous parliez tout à l'heure du coût supplémentaire à la facture. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des coûts? Alors effectivement, donc on va pas parler ici des coûts de montée à niveau des chaînes de numérisation ou du temps passé à documenter les processus, mais par exemple en termes de coûts récurrents, on peut dire que si par exemple il faut faire appel à un service externe de signature électronique par cachet serveur par exemple, on est à peu près, c'est un ordre de grandeur, hein, c'est pas un prix fixe, mais on va dire que ça va rajouter par facture de l'ordre de 10 centimes d'euros par facture pour signer chaque facture. Donc ça fait, si vous avez un volume de 50 000 factures, ça vous fait en gros 5 000 euros par an. Il y a effectivement le fait d'archiver ce document dans un SAE. Tu as un ordre d'idée, peut-être Clément, combien ça coûte par document, par facture. Franchement, Ouais. derrière, c'est toujours une histoire de volume, et comme vous l'aurez compris, il y a en termes de volume, plus vous avez de volume, plus le coût unitaire va être bas, quoi. Il y avait effectivement une question sur la notion de copie fiable. Alors, votre solution est-elle certifiée copie fiable? Donc, on l'a dit tout à l'heure, on l'a abordé. Donc, il n'existe pas de certification sur cette notion de copie fiable, hein. Donc, par exemple, du point de vue de l'administration fiscale, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème si vous suivez les recommandations de l'arrêté dont on a parlé tout à l'heure. Si vous appliquez les mêmes traitements pour toutes les factures et si vous documentez vos processus. C'est un peu la même approche que pour la piste d'audit fiable. En fait, si vous démontrez que vous avez mis en place les recommandations, que vous avez bien documenté vos processus et que vous les appliquez systématiquement, vous arriverez à convaincre le vérificateur. Je précise effectivement que sur les normes, quand on dit qu'il n'y a pas de certification encore, c'est la norme a été sortie, mais il n'y a pas les éléments d'audit et qui permettent derrière de certifier. Donc, il y a différents acteurs, notamment Novarchive, se sont lancés dans la Z42026, c'est-à-dire en regardant ses process, en regardant les machines utilisées, mais aujourd'hui, on n'a pas encore une grille d'audit qui permettra d'être audité derrière et d'être certifié. Je vois qu'il y a une question. Bonjour, si on reçoit un PDF puis l'original papier par courrier par la suite, doit-on garder le papier? Alors je suis pas étonné parce que effectivement ça arrive beaucoup. Dans ce cas-là, oui. Vous devez garder le papier parce qu'ils vous ont envoyé du papier. Ce qui est un peu dommage en fait. Si vous l'envoie en PDF, je vois pas pourquoi ils vous l'enverraient en papier. Donc, mais globalement, j'ai envie de vous dire, à l'heure actuelle, gardez le papier. Vous n'allez pas refaire une copie fidèle de ce papier que vous avez déjà reçu en PDF. En gros, le PDF va constituer déjà un document qui peut, dans le cadre notamment des arrêtés, qui peut constituer un élément de preuve. Donc, je vois pas pourquoi derrière, ils vous envoient le papier. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Je vous conseille plutôt de garder le papier, mais d'appeler votre fournisseur et de lui dire, si vous me l'envoyez en PDF, me l'envoyez pas en papier. Je regarde, il y avait une autre question.
Bon. En fait, on a quand même pas mal débordé maintenant. Donc, ce que je vous propose, c'est que effectivement, on a plein de questions. Donc, on vous propose de répondre à toutes ces questions par mail. Et on va clôturer ici ce webinaire, donc qui touche à sa fin. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre participation et donc on reviendra vers vous très prochainement pour répondre à vos questions par mail. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.